Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux hommes ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, après deux femmes la semaine dernière, maintenant place aux hommes. Nous avons ici Ahmed Bouzouaïd. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Mesdames et messieurs, je dois faire du cash boy. Yes, exactement, c'est le titre de son livre. Il est très parlant, quoi qu'il en soit. Il est ici afin de nous parler, de nous expliquer en quoi consiste cet ouvrage. Mesdames et messieurs, on peut encore une fois l'applaudir. À côté de lui, nous avons Christian Jarin. Christian Jarin, bienvenue à vous, Africa for Good. Et ça, c'est très important, vous le revendiquez fièrement. Alors, vous êtes ici pour nous parler de cette belle association qui accompagne les entrepreneurs de la diaspora, les entrepreneurs afro-descendants. Bienvenue à vous. En face de vous, messieurs, dis donc, je suis en minorité aujourd'hui. En face de vous, messieurs, eh bien, vous avez d'autres messieurs, à savoir Mr. L. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Mr. L, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? On avait déjà parlé plein de fois du business du solaire, mais en fait de l'énergie solaire. Mais là, je vais plutôt parler des produits connexes à l'industrie du photovoltaïque. Exactement, juste pour information pour nos téléspectateurs et pour vous. Alors, on a une rubrique qui s'appelle Dynamique africaine. L'objectif, c'est de mettre en avant, de mettre en exergue des secteurs d'activité qu'il faut absolument envahir pour le continent africain. Voilà, et puis tu n'es pas en minorité parce qu'il y a ton grand frère avec toi là. Donc, moi, je suis là pour te protéger. Merci, mon cher Mr. L. Et à côté de Mr. L, nous avons Babadem. Oui. Alors, Babadem, toi, c'est... Oui, bien sûr, il mérite. Ils font briller l'Afrique. Oui, et là, on va aller du côté du Nigeria, où un monsieur a eu une très bonne idée, c'est de résoudre les problèmes liés au paiement transfrontalier. Et ça a été jackpot pour lui et jackpot pour les entreprises. Voilà les deux chroniques qu'on vous propose. Effectivement, on essaye d'aller un petit peu partout sur le continent à la recherche de ces afro-descendants qui font des choses, de belles choses, et puis on les ramène ici sur le plateau à défaut de les avoir physiquement comme vous. Alors, vous en pensez quoi? C'est le début du programme, il y a encore plein d'autres choses. Ça va pour l'instant, on valide? Merveilleux, un beau programme. Exactement. On continue le programme. Alors, le programme, il est dense. Alors, on va voyager, on va faire un tour d'Afrique, on va aller en Sierra Leone. À la fin, il y a une question d'un téléspectateur qui sera posée ici sur le plateau de Diaspora Africa. Il y a un agenda, etc. Mais surtout, on va parler de vous et encore de vous. Voilà, mesdames et messieurs, le programme du jour. Et le programme commence en beauté. Oui, chaque émission commence avec un voyage. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir ces destinations africaines. Le monde est beau. Et l'Afrique, voilà, nous, on aime un peu plus. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Et là, c'est destination le Malawi. Qui a déjà été au Malawi? Non. Ni moi. Eh bien, mesdames et messieurs, on y va tous ensemble. C'est parti. Excellent. Welcome to Africa. Today, we're diving into the world of Malawi, and I'll be sharing with you the top 10 must-visit places in this beautiful country. First up, Lake Malawi is a must-see. You can swim with fish at Fish Eagle Point or stay at Kaya Beach Lodge to enjoy this stunning lake. Next, don't miss out on the historic Thylo Tea Estate. They offer tur and even tea tastings at their tea factory shop. For nature lovers, Lawan National Park is a must-visit. It offers safari experiences and lodging, with my personal favorite being Kuthanda Camp. When in Malawi, you'll want to visit the stunning Mount Mulinge to enjoy some hiking, or just relax at Chilunica Beach Lodge next to it. In Lilongwe, check out Mia Culture Market for some shopping and the Presidential Palace Gardens for a peaceful stroll. To see a traditional dance, head to Cultural Village in Lilongwe City Mall. You can even book an experience there. For birdwatchers and photographers, Blantyre Bird Sanctuary is a must-see. And if you want to try something unique, go horse riding on the beach at Pirates Resto and Bar. When in Blantyre City Market, don't miss a chance to taste fried bananas. They're delicious. You'll also find fresh fruit and vegetables there. In Sanj, visit Chongoni Chiefs Core and Heritage Site for an insight into the history of Malawi.
Thanks for joining me on this virtual tour of Malawi. Ici à Paris. Oui, mesdames et messieurs, alors le Malawi, on ne connaît pas, on ne connaît peu. Donc, pays d'Afrique australe. Moi, c'est vrai que cette zone-là, je ne connais pas trop. Qui a éventuellement été à côté? Le Malawi, c'est à côté du Mozambique, par exemple? Non, ça ne vous parle pas, hein? Moi, j'ai été en Afrique du Sud. D'accord, donc c'est effectivement, c'est pas très loin. Donc, à côté de la Zambie, de la Tanzanie, éventuellement? Ouais. Même pas, non? Vous n'avez pas été non plus là-bas? Bah, si tu veux, l'Afrique du Sud, c'est quand même très joli. Ça ressemble pas mal en termes de paysage. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour nous reconnecter, parce que les animaux, on voit les éléphants, on voit tout ça, c'est extraordinaire. Et je pense que chacun, une fois dans sa vie, pourrait effectivement faire ce type de voyage en famille. Moi, c'était le cas. Et c'est vraiment très intéressant. C'est magnifique. J'imagine. Ahmed, c'est ce type de destination qui vous plaît? Vous êtes très France, très parisien, très diaspora, très continent africain. Vous courez même des marathons, vous osez. Non, je vais vous apprendre des choses sur ce monsieur. Il prend ses baskets et il fait 2 continents comme ça. Donc l'Afrique australe, éventuellement l'Afrique en général? Bah, là, déjà, en fait, moi, ce que je vois, c'est... Non, effectivement, je ne connais pas cette partie de l'Afrique. L'Afrique, c'est tellement vaste, en réalité. C'est tellement vaste et on a beaucoup de choses à apprendre. Et heureusement que cette émission, elle est là aussi pour nous rappeler, faire des petites piqûres de rappel. Et se dire que voilà, on a des choses à découvrir. Et merci pour ça. Bah, avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, moi, vous avez vu, il y a des buzzers. Il est possible qu'à la fin, vous partiez directement au Malawi. C'est vrai? On fait gagner des voyages ici sur Diaspora Africa. Bon, je crois que c'est un jour de baraka aujourd'hui. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite. Voilà, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Et puis, moi, je vous propose tout de suite d'accueillir vous, monsieur Ahmed Bouzaïd, ici à la barre, s'il vous plaît. On a plein de questions à vous poser. Je vais vous présenter rapidement en quelques mots. Donc, Ahmed Bouzaïd, vous êtes sociologue, urbaniste et entrepreneur culturel. Vous débutez votre parcours dans le hip-hop avant de développer plusieurs projets dans l'art contemporain. Pendant vos études, vous vous engagez et vous créez donc l'ONG Action vers l'avenir ainsi que l'agence Muse des Territoires. Depuis 2019, vous dirigez le programme Entrepreneuriat Quartier 2030 chez BPI France afin de soutenir les entrepreneurs des quartiers et très engagé dans l'organisation des diasporas africaines. Vous relevez également des défis sportifs symboliques, j'insiste sur le mot symbolique, donc comme courir de Paris à Marseille en 2022, puis de Tunis à Alger en 2023. Donc vous êtes auteur du livre « Je dois faire du cash boy » paru aux éditions Maison Méchayère, et livre qui raconte les vraies histoires des guerriers des quartiers. Et ça, c'est important. J'utilise le mot guerrier parce que c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup d'obstacles, c'est une bataille, exactement. Ce sont des batailles même qu'ils mènent de plein front et on doit les mettre en avant. Et pour le coup, ce livre-là a pour objectif de les mettre en avant. Donc, bienvenue encore une fois à vous. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes amené à écrire ce livre-là. C'est grâce à toutes les expériences que vous avez pu vivre. C'est grâce à tout ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'entrepreneur, vous, en tant qu'habitant des quartiers populaires, vous, en tant que franco-algérien, etc. Donc, on se retrouve dans ce livre-là. Concrètement, moi, je me vis effectivement, je suis né en France, je suis un Africain, je suis franco-algérien, comme vous l'avez très bien dit, je suis né, j'ai grandi dans les quartiers, et ma démarche, c'était de capitaliser sur un parcours où j'ai commencé dans les quartiers, où j'ai développé d'abord effectivement l'entrepreneuriat, mais de débrouille. C'est-à-dire ouvrir des squats, organiser des concerts. C'était le concert de rap, c'est l'époque où le rap, il n'était pas streamé, mais il se vendait sous le manteau avec des mixtapes, ce genre de choses. C'est là qui m'a permis de rencontrer les associations et finalement le mouvement associatif qui, dans les quartiers, contribue à les transformer, à apporter des solutions là où parfois on est un peu carencé en fait. En fait, on a l'habitude de bouger et de se prendre, nous prendre nous-mêmes en main. Aujourd'hui, j'ai eu la chance finalement d'avoir ce parcours entrepreneurial. J'ai créé une agence de conseil où je développais les territoires pendant des années, pendant 7 ans. Et j'ai développé des programmes sur le développement économique, comment faire en sorte que dans les quartiers, les entrepreneurs soient de la meilleure des façons accompagnés. Pour cela, j'ai accompagné les décideurs français aux États-Unis. Les États-Unis sont quand même connus c'est une terre d'entrepreneuriat. L'idée, c'était un peu de s'inspirer de ces best practices pour les décliner ici.
Et ce parcours-là m'a conduit jusqu'à BPI France, la banque publique d'investissement. Aujourd'hui, depuis maintenant 6 ans, je déploie un programme qui vise à soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et quels sont les résultats? Parce que, encore une fois, moi, je porte la voix des personnes qui ne sont pas là et qui se disent « Oui, il y a pas mal il y a pas mal d'initiatives, mais finalement, quels sont les résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous pouvez mesurer et nous dire, oui, et tout, il y a eu un impact positif? Je vais dire un élément extrêmement simple. On a commencé ce programme il y a 5 ans, avec un budget de 75 millions. Aujourd'hui, le budget, il est presque, c'est un demi-milliard. Oui. Donc déjà, c'est important de se dire qu'il y a une vraie action volontariste de BPI France, mais grâce au soutien de l'État, le soutien de la Caisse des dépôts, pour soutenir les entrepreneurs dans les quartiers. L'idée, c'est d'aller vers eux, d'aller les chercher. Donc on déploie des bus, on déploie ce qu'on appelle des cités labs. C'est des hommes et des femmes qui prennent leur bâton de pèlerin, ils vont dans les quartiers, ils ne sont pas derrière leur bureau, mais ils vont aller chercher les entrepreneurs. Donc il y a cette dimension-là. Il y a une autre dimension, c'est plutôt donner des outils d'accompagnement et de financement. En gros, on va les former. Un entrepreneur, il a besoin d'être formé, de consolider sa démarche, etc. Mais aussi, il a besoin d'argent pour se déployer. Donc, on déploie des prêts d'honneur, mais jusqu'à de l'equity, c'est-à-dire on peut rentrer en fonds propres en les soutenant sur leur projet de développement. Et également, on déploie des accélérateurs. Qu'est-ce que c'est un accélérateur? L'idée, c'est de leur apporter des solutions d'accompagnement en collectif, d'accompagnement individuel. En gros, c'est vraiment de l'accompagnement lié à ton projet et de la mise en réseau. Un entrepreneur, il a besoin de solutions et c'est dans le cadre d'un accélérateur. C'est une promotion qui va être, ils vont être entre 10 et 20 personnes. Pendant 6 mois, 12 mois, 24 mois, ils vont être accompagnés de façon intensive pour réussir leur projet. D'accord. Et ces informations, on les retrouve où? Encore une fois, oui, on est concret. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, parce que c'est bien de faire de belles choses, mais c'est encore mieux quand on le sait. 2 choses. Il y a un site qui s'appelle bpifrance-création.fr. Dessus, on trouve tout un tas de solutions. On peut même faire ce qu'on appelle son pass créa. En gros, on va gratuitement avoir des outils qui vont en gros faire son business plan et va te flécher vers des solutions dont tu as besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions, elles sont gratuites. En fait, ce n'est pas gratuit. C'est pris en charge grâce à BPI France et les acteurs publics, les acteurs privés qui font en sorte que tous ensemble, on aide les entrepreneurs à réussir. Entreprendre, c'est un sport collectif. C'est un sport collectif, effectivement. Alors, voilà, en fait, vous vous êtes nourri de tout ça, de votre propre vie, de vos propres expériences, mais aussi des expériences, des vécus, donc des personnes que vous avez pu accompagner. Tout à fait. Et finalement, est né, je dois faire du cash boy. C'est ça, je dois faire du cash boy. Exactement. Alors, rapidement. En quelques mots. Pourquoi déjà le titre, je dois faire du cash boy? C'est un clin d'œil. Pour les anciens, ils vont se rappeler, je dois faire du cash boy, c'est l'album d'Ideal J, Ideal Juice. Donc 3 figures, Kerry James, Teddy Corona et Feu DJ Mehdi. Et donc c'est un morceau de cet album-là. Moi je l'écoutais, je devais avoir une petite quinzaine d'années et je dois faire du cash boy. Pour moi c'était important parce qu'il m'a semblé que Kerry James, au travers de ce titre, il a vraiment localisé ce qu'est la détermination, l'audace, vraiment cette envie de réussir qui existe dans les quartiers. Et donc ça dit tout ça. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est dans « je dois faire du cash boy », ça dit une chose, c'est que le projet c'est de faire du cash. Et quand ça fait maintenant 10, 20 ans que je suis moi-même entrepreneur et que j'accompagne les entrepreneurs, un entrepreneur qui n'a pas un projet qui lui tient à cœur, il ne donne pas de sens à son projet, si son seul projet c'est de faire de l'argent, généralement il ne va pas très très loin. Et en fait, il est important d'avoir un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose finalement, on a foi en cette idée et qui nous permet de se relever lorsqu'on tombe, finalement de durer et de s'inscrire dans la durée. Et je trouvais ça assez drôle parce que dans cette formule, je dois faire du cash boy, c'est important pour démarrer, donner le moteur initial. Mais ça ne suffit pas parce qu'en réalité, ça ne permet pas de s'inscrire dans la durée. Finalement, c'est un porteur de projet qui n'a pas de projet, quoi, si ce n'est de faire du cash. Et pour le coup, mais vous avez quand même décidé de choisir ce titre-là, c'est-à-dire que je dois faire du cash boy, coûte que coûte? Pas coûte que coûte, mais justement, en fait, l'histoire de... Qu'est-ce que raconte finalement? Je dois faire du cash boy, c'est le titre, et le sous-titre, c'est la petite histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. Très importante. C'est très important. Parce qu'en fait, c'est une histoire, c'est un essai aux accents littéraires. J'ai voulu l'écrire, que l'écriture soit gourmande, parce que j'avais envie, je ne voulais pas choisir. Je ne voulais pas écrire ni pour les décideurs, les politiques, les sociologues, ni pour la street. Je voulais écrire pour les deux. En fait, ce bouquin, c'est le prétexte d'une conversation. Et finalement, comment on fait ce grand écart? Ce grand écart, j'ai souhaité finalement démarrer avec ce premier chapitre, nos parents immigrés, ces entrepreneurs
qu'on ignore. Se rappeler comment finalement dans le geste de migration, il y a tout de l'entrepreneuriat, la prise de risque, l'audace, etc. Et également, j'ai voulu, et je conclus par un 10e chapitre où l'idée, c'est bienvenue dans la francophonie économique. J'explique comment cette énergie née dans les quartiers, qui est finalement un creuset culturel qui croise la culture française, occidentale, les cultures anglo-saxonnes, parce qu'il faut se rappeler dans les années 80, comment on a été imprégné par le rap, le hip-hop qui a donné un espace d'expression et de la fierté dans ces territoires, mais aussi, et bien entendu, les cultures africaines. Et tout ce creuset culturel fait que, à mon sens, on a des avantages compétitifs quand on vient de ces quartiers-là, parce c'est des territoires de l'invention d'un nouveau langage. Et donc, c'est un des territoires où on va identifier des nouvelles niches pour entreprendre, des nouvelles façons. Et c'est pour ça que ce dernier chapitre s'appelle « Bienvenue dans la francophonie économique ». J'essaye de montrer comment ces entrepreneurs issus des quartiers, de ces territoires minéraux, c'est du béton et de l'asphalte, des roses sont poussées et aujourd'hui se déploient. Mais ce qui est intéressant, c'est montrer que ces quartiers, quand je parle de l'invention d'un nouveau langage, c'est montrer comment cette énergie-là, cette façon, ce désir de vivre en fait, finalement il s'est exprimé partout dans la culture et aujourd'hui se déploie. Il faut regarder la musique la plus streamée, c'est le hip-hop. On regarde les plateformes, ce qu'elles déploient, les contenus. C'est les contenus issus et imprégnés de cette culture-là. Et donc, je voulais montrer comment on est passé du kebab au burger gourmet. Comment on est passé de la Nike qu'on portait dans les années 80-90 à une Jordan qu'on va vendre 2000 € aujourd'hui. Toutes les maisons de mode aujourd'hui, enfin beaucoup, ont à leur tête finalement des gens qui sont issus de cette culture. Et donc je dois faire du cash boy, c'est dire ça. Finalement, l'entrepreneuriat des quartiers de France, c'est l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers, c'est l'histoire de la conquête des espaces d'expression. Elle a été faite par le hip-hop, la culture, et aujourd'hui on le voit par le pouvoir économique. Quand je vois des entrepreneurs comme Chicken Street par exemple, qui a commencé en banlieue parisienne, aujourd'hui se déploie partout en France, pour le coup, au Sénégal. Vous la constatez, bah oui, bien comme sûr. vous le dites, et c'est important de le transmettre, de l'indiquer, et que tout le monde le sache, parce qu'encore une fois, comme vous le dites, vous vous adressez aux politiques, aux décideurs qui finalement ne sont pas dans les quartiers et ne voient pas exactement ce qui se passe dans les quartiers. Ils ne voient pas forcément la force que peuvent avoir ces quartiers-là en France. Et moi, je veux dire, en fait, il faut apprendre à regarder ces territoires comme des gisements de valeur, des gisements de ressources. Donc, il faut changer le regard. Aujourd'hui, on a une forme de déni. Il faut que la France se réconcilie avec elle-même. Et c'est aussi le projet de ce bouquin. C'est pour ça que je parlais de conversation. Mais c'est aussi, pour nous qui venons des quartiers, c'est pour dire, oui, nous pouvons être fiers. Pour être fiers parce qu'il y a des héros et des héroïnes qui contribuent à faire leur part. Bien sûr, et ça c'est très important. Justement, comment se passe le regard des jeunes des quartiers vis-à-vis de vous? Est-ce qu'eux, ils se disent, vous êtes un exemple? Ou est-ce qu'il y en a qui vont dire, il est passé de l'autre côté? Très bonne question. Si tu veux, tu sais, il y a un ami, j'avais ma boîte à la Courneuve au 4000, je faisais du conseil et je déployais des projets partout en France, etc. Le cousin l'oncle d'un ami, et un jour, il a eu une discussion, elle était très très drôle. Il a posé la question à mon pote, il lui a dit, tu sais c'est quoi un singe avec un costume? C'est quoi? C'est un singe avec un costume. Ce que je veux dire par là, si tu veux, on reste soi et on ne pourra pas changer. Tu pourrais mettre un costume, ça ne changera pas. Tu resteras un singe si tu es un singe. Donc il ne faut pas singer. Moi, je pense qu'il y a une authenticité. Si tu veux, moi, quand je vais dans les quartiers, je suis comme ça. Ou des fois, je peux être en basket et casquette à l'envers. Mais je ne joue pas un rôle. Et je pense qu'ils reconnaissent cela. Et je pense qu'il y a quelque chose, c'est important de raconter des histoires pour renouveler les imaginaires et dire oui, nous pouvons être, nous sommes beaux en fait. Nous sommes belles, nous sommes beaux et nous pouvons faire des belles et grandes choses. C'est un peu ça le projet de cet ouvrage. C'est un peu ça le projet, c'est les messages que vous véhiculez via ce livre. Je dois faire du cash boy. En tout cas, c'était un plaisir. On avait l'impression d'écouter quelqu'un qui relatait un film ou qui parlait d'un film. Peut-être éventuellement, ce sera la prochaine étape. Et en fait, c'est déjà en préparation. Non, je vous ai dit, je suis en train de reprendre 10%. On prend à chaque fois 10%. Et on veut un rôle. Bravo, en tout cas, félicitations. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On aura certainement d'autres questions à vous poser. Je vous en prie, je dois faire du cash boy. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui raconte l'histoire de ces quartiers populaires, l'histoire de la France en général, l'histoire, et bien tout simplement d'une France qui se réconcilie avec tous ses enfants et avec ses enfants aussi qui ont du potentiel et qui n'ont pas peur d'y aller et qui font de belles et de grandes choses. Voilà, le message est passé. On continue cette émission dans un instant. On aura le plaisir d'avoir Christian Jarin qui parlera de son
l'association Africa for Good et qui accompagne aussi donc, les entrepreneurs. Alors, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Pour le coup, voilà, on va se poser tranquillement. On a le buzzer qui est là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Afrique du Sud, monsieur Christian Jarin. Oui. Alors, moi, je vous propose une petite question. Voilà, on souhaite tous aller au Malawi, on souhaite tous découvrir cette terre d'Afrique australe. Alors, question pour un champion ou une championne, mesdames et messieurs, combien de capitales officielles a l'Afrique du Sud? 1, 2, 3 ou 4? Selon vous? 1, 2, 3 ou 4? 2. Faux. Ah, j'allais dire 2, donc. Je vais dire 4. Faux, dommage. Alors, il y a peut-être qu'une alors. Non, il y a il reste 1 et 4. Il y a peut-être une. Non. Non plus. Alors. 3 alors. Exactement. Et oui, c'est 3 capitales et c'est un des rares pays qui a 3 capitales. Alors, juste pour information, eh bien, Pretoria est la capitale administrative. Ensuite, nous avons le Cap qui est la capitale législative. Et ensuite, nous avons Bloemfontein, c'est la capitale judiciaire. Voilà, mesdames et messieurs. Après cette émission, eh bien, vous allez dormir moins bête, comme on dit. Ah bah là, oui, c'est sûr. Je savais pas. C'est 3 capitales pour l'Afrique du Sud. De rien, c'est gratuit. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, Instagram et bien sûr Facebook. Allez, on continue cette émission avec vous, Babadem. Alors, je tiens à vous le dire, monsieur Bouvoyer ainsi que monsieur Jarin, ici dans cette émission, on essaye vraiment de promouvoir donc, ces talents qui sont un peu cachés, un peu comme vous faites, hein, quoi qu'il en soit. On va les dénicher un peu partout sur le continent africain, aux États-Unis et en Europe. On les ramène ici, on en parle. Alors là, c'est destination le Nigeria. Et oui, alors c'est parti pour Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors oui, aujourd'hui, on a décidé de mettre en l'honneur un Nigérian, Olugbengba Agbola, qui fait de la fintech africaine. Et pour le coup, il a fait du cash. Okay. C'est un homme qui a fait du cash. Alors, en 2016, il confonde Flutterwave avec une vision claire, simplifier les paiements sur un continent où les systèmes financiers sont fragmentés. Donc, il avait vu que il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient du mal à payer leurs employés sur plusieurs continents, sur plusieurs pays africains différents, et notamment aussi au niveau des frontières, quand il y avait plusieurs devises. Donc lui, il crée cette plateforme de Flutterwave, et donc il permet de résoudre les paiements transfrontaliers, notamment les défis rencontrés par les entreprises pour payer leurs employés à travers différents pays africains. Et sous sa direction, donc c'est là où c'est vraiment intéressant, Flutterwave est devenue l'une des startups africaines les mieux valorisés, atteignant le statut de licorne avec une valorisation de 3 milliards de dollars après une levée de fonds de 250 millions de dollars en 2022. Juste pour rappeler, c'est quoi le statut de licorne? C'est tout simplement toute entreprise qui arrive à être valorisée au-dessus de 1 milliard sans être dans une bourse et sans être une filiale d'une grande compagnie. Donc lui, il a réussi à réaliser ça. Et devenu ainsi un leader incontesté, il a permis de faciliter les transactions pour plus de 900 000 entreprises dans 150 devises différentes et traitant plus de 200 millions de transactions d'une valeur estimée à 16 milliards de dollars. Donc c'est pour ça qu'on disait c'est vraiment une personne qui a fait du cash. Et l'impact d'Agbola ne se limite pas à l'économie. Grâce à ses produits, il simplifie les transferts d'argent internationaux tout en soutenant des initiatives locales comme le financement participatif pour les agricultrices au Nigeria. Donc sa stratégie repose sur une obsession du client et une expansion ciblée. Donc il est reconnu mondialement, il a eu le titre d'officier de l'ordre du Niger, il fait partie des différentes comme Fortune 40, des listes prestigieuses comme Fortune 40, Time Next, etc. Et donc c'est pour ça que vraiment on a voulu le mettre ici sur Diaspora Africa en l'honneur dans Ils font l'Afrique, tout simplement. Merci beaucoup, Baba. Vous validez, il le mérite, quoi qu'il en soit, cette mise à l'honneur. Complètement. En plus, le sujet est extrêmement important. En fait, aujourd'hui où l'Afrique se déploie, la vraie question qui va se poser, c'est comment on dépasse déjà la dimension de nation pour déjà se vivre en région et au-delà de ça, que faire vivre le continent. Et toutes les frontières, c'est ce qui empêche. Et là, pour le coup, en créant le lien entre les devises, il contribue à faire exister l'Afrique concrètement. Exactement, l'Afrique, exactement.
le continent. Effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a l'exemple, on va dire, d'un talent qui s'est basé sur un manque, sur un besoin, on va dire, au niveau du pays, qui a réussi à le développer, à force certainement de résilience, il devait certainement y avoir pas mal d'obstacles, et qui a réussi à en faire une très très belle entreprise. Et aujourd'hui, ce genre de talent qu'on appelle des pépites, il y en a énormément en Afrique. Et l'idée, surtout, c'est de pouvoir aussi trouver des financements, parce que des idées, il y en a, des besoins, il y en a. Maintenant, parfois, il faut effectivement arriver à faire le lien entre ce projet extrêmement intéressant, parce qu'il a résolu un problème manifeste, et puis la capacité derrière à mobiliser un certain nombre d'acteurs économiques pour voir une réalité. Donc bravo à lui, et puis bravo à tous ceux qui ont des superbes idées en Afrique. Il faut se donner les chances et les moyens d'y arriver. Exactement, c'est très important. Merci beaucoup, encore une fois, merci Baba pour cette mise en avant. Mesdames et messieurs, on continue cette émission et puis là, on va faire un tour d'Afrique. Et oui, on aime aller sur le continent africain, vous ramener des images et surtout vous parler de personnes qui font bouger les lignes. Et là, c'est destination la Sierra Leone. Un jeune innovateur autodidacte lutte contre la pollution et on sait que la pollution est un véritable fléau sur le continent africain. Allez, on y va et puis on revient. James Samba espère contribuer à l'assainissement du transport public polluant de la Sierra Leone. Poussé par la mort de son oncle, qui a succombé à une maladie respiratoire après avoir inhalé des gaz d'échappement pendant des années, ce jeune étudiant en ingénierie a créé sa propre entreprise, Sierra Electric, dans le but de fabriquer une flotte de véhicules à 3 roues fonctionnant à l'énergie solaire, appelée Kiki, et des véhicules électriques adaptés aux personnes handicapées. La plupart des émissions de combustibles fossiles proviennent de véhicules tels que la moto, que mon oncle avait l'habitude de conduire. D'où l'idée des véhicules électriques, en commençant par la création du fauteuil roulant électrique pour mon oncle. Mais c'est aussi quelque chose que nous avons dû repenser en tant qu'équipe de Sierra Electric pour l'intégrer dans les transports de masse ou les transports publics. Ce type de véhicule est simple à conduire. Ce type d'engin est spécialement conçu pour les femmes. Il n'est pas nécessaire de changer de vitesse, c'est très simple et c'est très bien. J'appelle mes collègues femmes à saisir cette opportunité qui s'offre à nous. De rouler avec ce véhicule solaire. Une problématique, des solutions. Effectivement, sur le continent africain, on a la chance d'avoir donc ces jeunes, pour beaucoup autodidactes, mais néanmoins, ils arrivent tout simplement à répondre à des problématiques, à des besoins. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et c'est important de les mettre en avant parce que finalement, le manque de moyens fait que on fait avec le système D, comme on dit. Et je pense qu'on le retrouve bien dans votre livre. Exactement. En fait, c'est les territoires où finalement la créativité fait que le manque de moyens fait que voilà, ils sont créatifs, ils sortent des solutions qui sont hyper inventives. Et c'est vrai que en fait, on ne saurait pas, sans être sur le terrain, être proche de cette réalité-là, trouver les solutions que eux développent. Bien sûr. Exactement, pour le coup, effectivement. Et dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Christian Jarin, et puis même pas dans un instant, même maintenant, pour le coup. J'allais vous donner la parole, mais moi, je vous propose tout de suite de venir donner votre réponse ici à la barre. Mesdames et messieurs, c'est parti, on reçoit Christian Jarin à la barre, s'il vous plaît.
Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Alors vous êtes président de l'association Africa for Good dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs africains et afro-descendants. Vous êtes co-organisateur du Festival de l'entrepreneuriat, fondateur d'un concours de start-up international, Braze Africa, je ne sais pas si l'accent est bien, c'est bon, avec plus de 300 projets issus de 15 pays africains. Et d'ailleurs, un lauréat a été présenté à un concours international en Chine. Donc voilà, alors Africa for Good, une association qui accompagne avec des experts que vous choisissez minutieusement pour avoir heureusement les bonnes compétences, les bonnes informations pour qu'ils puissent exceller. Tout à fait, tout à fait. En fait, la genèse du projet Africa for Good, ça a été justement de pouvoir réunir un certain nombre de consultants, d'experts. On s'est rendu compte, nous, dans nos accompagnements respectifs, qu'on avait effectivement pas mal de personnes issues des diasporas ou du continent qui nous consultaient sur des sujets bien spécifiques. Alors moi, c'est plutôt le sujet commercial, puisque j'ai un historique commercial. Je pourrais peut-être en parler un peu plus tard, mais on a chacun des domaines de compétences différents, marketing, digital, et on avait chacun un petit bout en fait de la réponse à nos entrepreneurs qui venaient nous voir. Et on s'est dit qu'en étant regroupés, en étant ensemble, on avait la capacité à apporter une réponse globale à ces entrepreneurs. Et c'est important pour nous parce que je fais le complément avec effectivement ce qui a été dit précédemment. On a, nous, une population un petit peu différente. On a beaucoup de gens, en fait, qui sont des personnes qui ont travaillé, qui ont été dans des sociétés, dans des entreprises, qui ont eu des grands diplômes. Parce que pour certains aussi, l'ascenseur social, ça passait par le fait d'avoir un diplôme. Plein de diplômes, de rentrer dans des belles entreprises, et c'est un challenge pour nous que d'avoir effectivement un succès personnel un petit peu plus élevé que celui de nos propres parents. C'était notre challenge. Et pour beaucoup, on est resté 10 ans, 20 ans dans ces sociétés, on a été salariés, on a prospéré dans nos activités. Et puis, on a eu un moment, quelque chose qu'on appelle le plafond de verre. Certains se reconnaîtront peut-être dans ce verbe. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup ont à un moment donné ce souhait de créer. C'est-à-dire, pour le coup, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que on se retrouve dans une grande entreprise, on est content, on est fier, et à un moment, on se dit, mince, je peux pas aller plus loin. Et donc, finalement, on se retourne vers l'entrepreneuriat, on se dit, bah, tiens, je vais sortir de là pour finalement avoir un champ des possibles illimité. Ça a été mon cas personnel, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes dans les diasporas, quelles qu'elles soient. Alors moi, je suis issu de la diaspora caribéenne, je suis de la Martinique, et effectivement, alors je ne dis pas que j'ai été limité, mais à un moment donné, j'avais une recherche ou une quête de sens. Je pense que ça arrive beaucoup à certaines personnes vers la quarantaine. Et cette quête de sens, moi, j'ai trouvé après un parcours où j'ai été commercial, directeur commercial, et je gérais en fait des équipes dans une société digitale. Et j'ai eu l'occasion de partir pour la première fois en Côte d'Ivoire. C'était après l'Afrique du Sud, pour le coup. J'ai été en Côte d'Ivoire et en fait, j'ai été dans un univers rempli d'entrepreneurs. Et j'ai découvert en Côte d'Ivoire ce foisonnement d'intelligence, de propositions, de personnes en fait, qui étaient en capacité aujourd'hui de faire des choses. Et de la même façon, en revenant, j'ai intégré ce réseau d'entrepreneurs ici, notamment en Ile-de-France, et j'ai vu que ça foisonnait. Bien sûr. Et la question, ça a été, mais qu'est-ce que moi, en tant que directeur commercial, je peux apporter? Exactement. C'est important ce que vous dites parce que on parle souvent de financement, d'argent. Oui, il faut de l'argent pour pouvoir monter de beaux projets. Mais avant, il y a les compétences, il y a l'information, il y a les expertises qu'on peut partager. Tout à fait. Alors, en fait, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on a commencé à rencontrer ces entrepreneurs, en fait, ce que fait un consultant en général, c'est un audit, il fait un diagnostic. Alors, où en êtes-vous de votre projet? À quel stade de développement? Alors, pour ceux qui sont au début, est-ce qu'il a déjà analysé un petit peu son marché, regardé la concurrence? Et puis pour ceux qui sont en développement, est-ce qu'il connaît bien ses clients? Est-ce qu'il a bien perçu là où il pouvait faire son développement commercial? Et on s'aperçoit, quand on fait ce genre de recherche, que pour beaucoup, en fait, il y a des manques. Et ces manques, comme tu l'as souligné, soit en fait on y répond en faisant appel peut-être à un cabinet ou un prestataire externe, soit en se formant soi-même. Et l'objectif en fait qui est le mien et ceux des autres consultants, c'est aussi de transmettre en fait nos savoirs. Ce qu'on a appris dans nos entreprises pendant 10 ans, 20 ans, comment est-ce qu'on peut les mettre à la disposition en fait, de nos entrepreneurs pour qu'eux deviennent de bons marketeurs, de bons communicants, de bons commerciaux, de bons digital quelque chose, et qu'ils soient eux-mêmes, je dirais, cette force au niveau de leur entreprise, parce qu'on ne veut pas qu'ils restent des pépites, on veut que ça devienne des lingots. On ne veut pas que ça reste des entreprises unipersonnelles, on veut que ça devienne des entreprises les plus grandes possibles en fait, parce que sky is the limit. Et aujourd'hui, c'est ça le projet, c'est ça l'ambition.
C'est l'ambition. Et aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez? Moi, je suis très résultat. C'est-à-dire que c'est bien, c'est avec des belles phrases, vous avez tous mis un beau costard. Mais quels sont les résultats sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire fièrement, oui, on a accompagné de grandes entreprises, de belles entreprises, de jeunes entrepreneurs qui finalement aujourd'hui cartonnent? Alors, il y a deux niveaux en fait à la réponse. Il y a ce que nous avons fait nous à titre individuel. Donc on a chacun, je dirais, un passif en tant qu'accompagnant sur les entreprises. Donc tout à fait, aujourd'hui, en ce qui me concerne et chacun des consultants, on l'a fait. Notre association est un peu plus jeune. Nous, on est créé depuis un peu plus d'une année. Donc aujourd'hui, on est en train de mobiliser un certain nombre de partenaires pour être en capacité justement à faire cet accompagnement. Donc on est à la croisée des chemins. On est vraiment, nous, des gens terrain. Donc sur notre capacité aujourd'hui à identifier ces partenaires, c'est pour ça qu'on fait des salons, pour pouvoir sourcer du projet. Et puis après, on est sur des sujets effectivement d'accompagnement individuel ou des accompagnements collectifs, et on le fait au travers d'ateliers. Donc on a des ateliers que l'on met à disposition, notamment dans le 18e arrondissement, où on a la possibilité d'accueillir un certain nombre de publics sur différentes thématiques et différents sujets. Et là, on est dans cette transmission d'informations. Donc là, on va leur permettre en fait d'acquérir en fait tous ces savoirs. Et puis derrière, on a un suivi individuel pour chacune de ces entreprises. Exactement. Donc pour le coup, vous avez mis à l'eau à la bouche à de nombreux entrepreneurs qui nous regardent et qui sont ici basés en France, principalement, il faut le dire, notamment ici en région parisienne. Comment on fait pour atterrir dans les bras, si je peux me permettre, de M. Jarin et de son équipe? Alors, on a la possibilité effectivement de nous connecter via le site internet, donc africaforgood avec un 4.com, et puis sur l'adresse email africaforgood@gmail.com, où effectivement vous aurez la possibilité de rentrer en contact avec l'un des consultants et surtout de pouvoir discuter déjà dans un premier temps avec nous des différentes possibilités d'accompagnement qu'on peut vous offrir. Exactement. Le message est passé, le message est clair. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a tout fait pour vous ramener ces personnes, ces personnalités qui ont un impact fort dans l'entrepreneuriat ici en France et puis parfois aussi en lien avec le continent africain. Donc voilà, on vous a vraiment servi un plateau de rêve, si je peux me permettre. Merci à toi. Merci beaucoup, quoi qu'il en soit. Vous restez avec nous, Christian Jarin. On aura forcément d'autres questions à vous poser. Forcément, ça fait écho à ce que vous faites, monsieur Zouaïd. Exactement. Tout à fait. Et surtout, moi, ça m'évoque une chose. Dans l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers, c'est assez nouveau maintenant qu'aujourd'hui, ça fait 10, 15, 20 ans que des diasporas s'organisent et qu'on pose la question de comment on crée le bridge entre la France et le continent. Et aujourd'hui, nous, les publics qu'on va rencontrer, les typologies d'entrepreneurs, on va voir des entrepreneurs qui sont issus du continent, qui veulent créer ici, des entrepreneurs qui peut-être qui sont nés ici, qui veulent créer dans le continent, d'autres qui ont créé ici et qui veulent créer là-bas aussi. Donc, Et donc, c'est intéressant de voir deux choses. Cette nouvelle dynamique de retour et de cette volonté de give back, de dire moi aussi je veux faire ma part dans le continent d'une part, mais aussi comment aujourd'hui les diasporas s'organisent. Maintenant peut-être l'enjeu de demain, ça va être de créer une dynamique continentale. Il y a Business Africa qui existe, il y a des dynamiques qui dépassent, je dirais, les clivages et les frontières. Bien sûr, comme Ripat Africa, qu'on peut citer, qui est une magnifique association qu'on promeut ici dans l'émission Diasp Africa. Tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, on continue. Merci beaucoup pour cette prise de parole, encore une fois. Alors, mesdames et messieurs, on continue cette émission. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez les adresses des sites internet, donc des personnes ici présentes sur le plateau, envoyez-nous des messages, on les mettra sur notre page Facebook et Instagram. Allez, place maintenant à l'agenda des diasporas. Mesdames et messieurs, vous le savez, chaque semaine, on essaye de promouvoir les projets, les initiatives et surtout les événements. Voilà, il y a plein d'événements ici en région parisienne, mais aussi sur le continent africain. On essaye de vous les apporter. On regarde et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau après cet agenda des diasporas. Mesdames et messieurs, nous allons faire une courte pause de pub et puis on revient dans un instant. Allez. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. De retour sur le plateau avec nos invités. Voilà la partie 2 et la dernière partie de cette émission. Alors, on a le plaisir d'avoir Monsieur Ahmed Bouzouaïd qui est venu ici nous parler de son livre « Je dois faire du cash boy ». Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous procurer ce livre-là. Plein d'informations sont données, des parcours de vie sont transmis, des informations précieuses aussi bien pour des institutionnels, pour des militants associatifs, mais aussi pour des jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'élever, qui souhaitent avoir des informations sur les anciens, voilà, qui sont passés par là, qui ont détourné un petit peu les pièges qu'il y a pu avoir, les obstacles qu'il y a pu avoir. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, une mine précieuse à découvrir absolument. Je dois faire du cash boy. Si vous souhaitez faire du cash, bah voilà, vous savez quoi. Achetez-vous le livre, tout simplement. Et on continue aussi avec Monsieur Christian Jarin qui est avec nous, avec son association Africa for Good, qui veut tout dire, bien sûr, l'Afrique pour de bon, c'est bien ça? Même pour le meilleur. Pour le meilleur. Pour le coup, il y a plusieurs significations, effectivement, pour le meilleur, pour le bon. Et voilà, ils accompagnent donc les entrepreneurs qui souhaitent entreprendre ici en France, mais aussi en lien avec le continent africain. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit plus tôt, on a un superbe plateau ici. Toutes les clés vous sont offertes pour réussir, que ce soit via l'accompagnement de la BPI que vous faites dans les quartiers, via votre livre aussi, une mine d'or avec plein d'informations concernant l'entrepreneuriat, mais aussi grâce à l'accompagnement que vous faites, Christian Jarin, ici dans le 18e à Paris. Allez, on continue dans un instant. On aura le plaisir d'avoir un pitcher, un entrepreneur. Ça fait plus de 21 ans qu'il est là avec sa marque de vêtements et qui, voilà, il entreprend et il dure, il réussit à durer. Et ça, c'est très important. On va le mettre en avant dans un instant. Mais tout de suite, moi, je vous propose de parler d'énergie solaire. Oui, on aime mettre en avant ces secteurs d'activité qu'il faut absolument promouvoir sur le continent africain. C'est parti pour Dynamique africaine avec Mr. L. Oui, alors on en a parlé maintes fois ici de l'énergie solaire. On sait très bien qu'en fait on est encore en retard. Toujours pareil, le continent est toujours un petit peu à la traîne, alors qu'en fait on a un potentiel de quasiment par rapport à l'ensoleillement, c'est le continent le plus ensoleillé du monde. Il faut le savoir, 60% du potentiel, 325 jours d'ensoleillement. Et malheureusement, tu sais, le marché mondial s'élève à peu près à 300 milliards. Énorme. On n'est même pas à 2,5 milliards en Afrique, il faut le savoir ça. L'électrification au niveau solaire dans le monde, c'est plus de 700 gigawatts. On est à peine cette année à 23-25 gigawatts. Donc on a vraiment encore beaucoup. Une marge de progression énorme. Une marge de progression énorme. Mais ça, c'est la prérogative des États et des grandes entreprises. Je ne vais pas te dire à quelqu'un ici, il faut que tu ailles monter ta ferme solaire, alors que c'est possible encore, on va dire, à l'échelle d'un village. Mais plutôt, on peut s'inscrire avec l'émergence de cette classe moyenne dont on a parlé maintes fois ici, qui commence à demander des produits qualitatifs. On a tout ce qui est produits dérivés, notamment pour l'irrigation, des pompes solaires. Aujourd'hui, on a des choses, des appareils qui fonctionnent très très bien. Pour faire tout ce qui est irrigation agricole à petite échelle au niveau pompes solaires. On a les fours solaires. Aujourd'hui, ça commence à venir et qui commence à être vraiment bien monté. En fait, ça commence à bien marcher. L'éclairage public et domestique. Bien sûr, la base. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses qu'on appelle camelotes. C'est ça, les petites chinoiseries habituelles qu'on connaît en Afrique. Alors qu'aujourd'hui, il y a des produits qualitatifs qu'on peut mettre sur le marché. C'est quelque chose c'est une initiative qui peut être prise par quelqu'un de la diaspora, de retourner au pays et de mettre sur le marché ce genre de produits. Parce qu'on a encore aujourd'hui des carences énormes, non seulement dans la production, mais même dans tout ce qui est connexe, tout ce qui
navigue autour de l'énergie solaire. Mais c'est vrai parce que souvent quand on parle d'énergie solaire sur le continent africain, on pense tout de suite à la maison avec son toit de panneaux solaires, alors que, comme tu le dis, il y a les fours en mode... Et les batteries aussi, les batteries, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est... plus encore après dans tout ce qui est formation dans ces domaines-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait du bricolage, alors qu'en réalité, on pourrait former des gens à faire ces installations, notamment les chauffe-eau aussi. Aujourd'hui, les chauffe-eau marchent bien, aujourd'hui, les chauffe-eau électriques. Solaire marche très très bien. Mais il y a un énorme encore gap à franchir et il y a beaucoup de place, je veux dire, dans tous les pays africains pour quelqu'un qui vient de la diaspora et qui a un petit pécule et qui veut lancer ce genre de business. C'est vrai qu'on entend tellement parler de ce secteur d'activité qu'on se dit c'est peut-être saturé alors que non, pas du tout. Je viens de te le prouver à l'instant. Je veux dire, tu imagines, on est à moins de 3% en fait par rapport alors que le potentiel est de 60%. Donc c'est vraiment énorme et je pense que c'est une bonne idée que de s'intéresser à ces produits connexes autour de l'énergie solaire. Que dire? Est-ce qu'on valide? La question que moi j'allais poser, c'était aujourd'hui les matériaux quand ils sont déployés en Afrique, ils viennent d'où? Ils viennent d'Asie? Oui, la plupart du temps c'est la Chine. C'est la Chine. C'est la Chine. Alors que même quand on a des marques, on va dire allemandes, etc., tout est fabriqué aujourd'hui. Ok, d'accord. Au niveau solaire, c'est du montage. Voilà, c'est du montage. Okay, c'est uniquement du montage. Donc ça veut dire qu'il faut aller directement à la source. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois sont très dynamiques sur le continent. Il faut aller directement à la source. Il faut aller directement à la source. Et il y a un point que tu as souligné, à savoir la formation. Parce que plus on aura de produits solaires sur le continent africain, plus il va falloir pouvoir les réparer, pouvoir les installer, etc., etc. Donc c'est aussi un domaine qu'il faut explorer. Ça fait beaucoup de possibilités, à la fois hardware et au niveau, on va dire, aussi formation, etc. Exactement. Merci beaucoup, Mr. L. Alors, ici, on donne des tips. On ne donne pas des tips pour devenir, pour avoir 10 000 euros sur le compte bancaire. Non, c'est des millions qu'on vise. Donc, écoutez bien tout ce qui se dit sur le plateau de Diasp Africa. En tout cas, le solaire. Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Et moi, je vous propose d'accueillir notre pitcher. OK. Voilà, il va nous pitcher son projet. Ça fait 21 ans qu'il existe. Ça fait 21 ans que des gens portent ces t-shirts, ces pulls colorés avec des messages forts. Est-ce que nous porterions son t-shirt? Bonne question. Eh bien, on va l'accueillir. C'est parti pour pitch. Bienvenue encore une fois à vous, Amati, donc avec la marque Sailor, 21 ans, bientôt 22 ans d'existence. Vous persévérez alors que souvent les marques de vêtements, etc., eh bien, viennent mais passent souvent et s'arrêtent. Mais vous perdurez, vous continuez, vous persistez. Alors c'est quoi le secret? La persévérance, surtout la persévérance. Et comme je dis, c'est une passion avant tout. Et alors, parlez-nous de cette marque-là. C'est quoi les messages que vous véhiculez? Pourquoi ces dessins? Pourquoi ces couleurs? Ça a commencé déjà en 2003, la marque de vêtements. C'est-à-dire que c'était 2003, les années sportwear, streetwear, où les gens avaient créé leur marque comme Medja, Ernest, Royal Wear, à l'époque des années 2003. Donc moi, je devais faire un stage à Paris, mais j'avais plus de place. Et j'ai mon oncle qui avait un magasin à Lille, à l'époque, oui, voilà. Il m'a dit, viens faire un stage. Et j'ai fait 3 mois. Et ce qui m'a plu, c'est que les gens, les jeunes, que ce soit les papas, les mamans, les moins jeunes, achetaient beaucoup de t-shirts, de pulls, des polos, tout ça et tout. Et quand je suis arrivé sur Paris, ça m'a donné envie de créer une marque de vêtements. Et mon cousin avait fait déjà 5 ans de graphisme. Et moi, je lui ai dit, bon, j'ai envie de créer une marque de vêtements. Et on a commencé à chercher le nom. Donc la marque s'appelait au début C'est de l'or. Et après, il m'a dit que bon, C'est de l'or, c'est trop long, donc abrège, c'est l'or. Et pourquoi c'est l'or? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est bling-bling. Les chaînes, les boucles d'oreilles dans les clips américains, tout ça et tout. Donc voilà, d'où vient le mot C'est l'or. D'accord, très bien. Alors pourquoi ces couleurs? Par exemple, je vois que c'est très coloré, je vois que c'est porté par des enfants, par des petits, par des grands. C'est quoi le message que vous véhiculez à travers cette marque? Essayez de nous convaincre de porter des au fait, t-shirts. Moi, je suis né en 86 et moi, je suis des années 80-90. Par exemple, là, mon pull, là, c'est les années Mario. Moi, je jouais beaucoup à la PlayStation, à la Super Nintendo, à la Sega. Donc, c'est-à-dire que je veux rappeler au moins les années 80-90 qui ont marqué l'époque. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire transmettre à propos de ma marque de vêtements. D'accord, très bien, Voilà. c'est très clair. On va peut-être poser, avant d'avoir le verdict, à savoir est-ce qu'on porterait, est-ce que vous avez réussi à faire passer le message, à savoir l'état d'esprit, le mindset. Et pour le coup, je ne voulais pas poser la question, mais c'est quoi le mindset de Sailor? Oh, le mindset, il y en a plein.
Ah, mais vous êtes là pour pitié. Par exemple, voilà, il y a le seller By Nature. Par exemple, c'est un groupe, en référence, c'est un groupe de rap qui est Naughty By Nature, dans les années 90, qui ont marqué. Et moi, je suis un grand fan des années 80-90, dans le hip-hop, tout ça et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais transmettre à la nouvelle génération aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Alors, moi, le moment est arrivé. Hein. Est-ce que vous porteriez ce t-shirt Sailor, ce pull Sailor? Est-ce que ça donne envie de le porter? On lève la main. Moi, j'aime bien le t-shirt, le pull. Nous, on en veut, nous. Il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, ça, on porte ça ici, là. Est-ce qu'il faut choisir entre ça et le voyage au Malawi? non, on va parler de deux sur Jazz Africa. Je tiens à préciser aussi que je fais des pôles aussi. Okay. Et voilà. Ce soit pour hommes, femmes, exactement. enfants, voilà. Il manque plus que les costumes pour messieurs ou les chemises, pour qu'ils puissent mettre ça en dessous de leur costume, quoi. Il n'y a pas de problème. On peut aussi les offrir, on aura plaisir à les offrir aussi à nos ados. Il n'y a pas de souci. Non, on est tous jeunes là, non. Mais Christian, s'il vous plaît. Mais je suis aussi pour les papas, attention aussi. Hein. C'est vrai. Voilà. Non, mais parce que mes enfants jouent beaucoup à Mario, donc ils sont contents d'avoir un pull comme ça. Ça sera un revival pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Vous allez rester avec moi, quoi qu'il en soit. On a une question de la part d'un téléspectateur. C'est Nesrine d'Alger qui nous envoie un message. Et c'est une question à laquelle vous allez devoir répondre à chacun votre tour. Les réseaux sociaux, outils de développement professionnel ou distraction? Pour le coup, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui prime? La balance est-elle équilibrée? C'est-à-dire c'est un outil de développement, parce que tu as il a son business, c'est l'or, tu vas commercialiser, et aujourd'hui tu veux atteindre des publics, on est tous derrière notre téléphone, donc c'est le meilleur endroit. C'est un outil donc, aussi de distraction, parce qu'on s'amuse, et en plus tu le sais bien les trois, parce que vous n'avez pas décidé ni de s'amuser, ni d'être professionnel, on s'amuse, et on s'instruit chez Diaspa Africa, pardon. Bien sûr. Donc du coup, les trois. Les trois, mais on est d'accord, quoi qu'il en soit. Mais aujourd'hui, avec ce que vous constatez sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on peut voir, avec les dérives qu'il peut y avoir, est-ce que vous considérez qu'il y a plus de bénéfices que de points négatifs quand on parle des réseaux sociaux? Encadrer l'usage. Et se cadrer si vous avez des enfants, vous leur laisseriez champ libre sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Vraiment pas. Ok. Il y a des prédateurs, même eux. En gros, concrètement, il faut apprendre à les utiliser. On pourrait poser la question avec un marteau, par exemple. Est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on détruit avec un marteau? Je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser et on peut bâtir des cathédrales avec, ou à l'inverse, on peut détruire des maisons. Exactement. Très bien. Je suis aussi d'accord sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut être très prudent. Voilà, pour le coup, moi, je suis désolée de vous interrompre, il faut trancher maintenant. Il faut être très prudent parce qu'il y a un côté addictif et parfois il y a un mauvais côté, on peut déraper dans les réseaux sociaux et ça, pour le coup, c'est pas du tout intéressant. Maintenant, on a moyen à s'instruire sur certains types de réseaux, sur certains types de messages. Moi, je vois qu'il y a une liberté en termes de communication et d'information sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément sur certains médias mainstream. Donc, pour le coup, il est important d'avoir cette bouée, je dirais, informationnel à côté pour aller chercher des choses qu'on ne verrait pas par ailleurs. Après, il y a les réseaux sociaux professionnels où il est tout à fait important pour nous tous en tant qu'entrepreneurs d'être présents et de développer nos réseaux. Ce sont des moyens d'accès direct à un certain nombre de personnes avec lesquelles on pourra faire du business par la suite. Donc bien sûr, c'est tout à fait important. Bien sûr, très bien. C'est Laure, les réseaux sociaux indispensables pour développer ta marque? Moi, quand j'avais commencé les réseaux sociaux, c'est l'or, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était en 2003. Et là, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est plus simple? Ça me permet de faire des rencontres, de belles rencontres surtout. Et voilà. Et comme ils ont dit tout à l'heure, tant que c'est professionnel, ça va. Ça fonctionne. Voilà. Baba et Mr. L, pour terminer, les réseaux sociaux, points positifs, négatifs, au milieu, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les utilise? Pour moi, c'est les deux. Mais effectivement, comme tu disais, ça dépend de quel réseau social on parle. Parce que si on parle de LinkedIn, par exemple, c'est purement professionnel. Et c'est vrai que c'est vraiment très utile. Après, la distraction, le problème, c'est qu'il y a de la mauvaise distraction. C'est la distraction, c'est bien la distraction, l'entertainment. Bien sûr, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont mais souvent on a pu voir un peu sur les réseaux sociaux certains dire oui que beaucoup de célébrités qui ont, par exemple, qui ont mis en place Meta, etc., ne laisseraient pas leur téléphone, ne laisseraient pas accès libre à leurs enfants aux réseaux sociaux parce que finalement, ça tue plus que ça ne crée, entre guillemets. J'extrapole un peu, je pense. Bien sûr, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de dérives possibles avec les réseaux sociaux. Et puis, pour répondre vraiment à la question réseau professionnel ou distraction, juste en regardant l'image
Mais il faut juste regarder YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat. Il n'y a que LinkedIn côté professionnel. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est plus distraction. Et même si on est si on utilise ça pour de la distraction, facilement, je ne sais pas combien d'entre vous revoient juste un réel et ça... Et scroll. C'est un problème. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de brouillage des frontières. C'est-à-dire les frontières entre le privé et le professionnel, entre la distraction et le travail, se sont flouées. Pourquoi je dis ça? Parce que Facebook, Instagram ou YouTube, aujourd'hui, on monnaie les contenus. Moi, aujourd'hui, on lance la maison d'édition Maison Mégayer. Mais en réalité, moi, je ne pourrais pas me battre contre les réseaux de distribution classiques s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, justement, l'idée, c'est que sur ces canaux-là, on va communiquer autrement que dans des réseaux professionnels classiques. Et on va profiter du fait que les gens, ils cherchent quelque chose de distrayant, ils vont chercher quelque chose qui les amuse, qui change en fait. Mais pour les accrocher, leur donner envie, on peut partager de la poésie par exemple. Oui, bien sûr, voilà. je confirme. Mais pour le coup, en tout cas, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Néanmoins, moi, j'alerte par rapport aux études de psychologie qui ont pu être faites. Il y a des risques qui sont de plus en plus importants, et notamment pour les jeunes. Ce besoin d'être toujours validé, ces prédateurs qui sont un peu partout, voilà, de passer des heures, finalement, on est censé passer 5 minutes, on passe 2-3 heures au lieu de lire un bon bouquin. Donc, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur. En tout cas, je laisse, l'avenir nous le dira. Voilà. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir participé à cette belle émission. Vous avez une caméra là, je vais vous donner la parole. Vous avez 30 secondes chacun pour parler à nos téléspectateurs. C'est vous qui concluez. Alors, je dois faire du Cash Boy, la petite histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. C'est l'histoire que tout le monde attendait. C'est pas mon histoire, c'est notre histoire. Une aventure qui naît dans les quartiers, qui se déploie partout dans le monde. Comment les talents, les créateurs naissent dans ces territoires-là. On pourra trouver le bouquin en ligne sur mon Instagram, sur mon LinkedIn. Aujourd'hui, on a lancé la campagne de précommande sur Ulule. Je dois faire du Cash Boy. Allez-y, partagez-le, diffusez, donnez-nous de la force. Exactement, merci beaucoup. On continue avec vous, Monsieur Jarin. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'à tous les entrepreneurs en herbe, ceux qui ont des idées, qui ont des concepts, qui veulent sortir justement un peu de la matrice et qui veulent créer leur propre devenir, eh ben, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de gens avec lesquels vous pouvez échanger, discuter, parler de vos idées. Et pour ceux qui ont déjà développé, qui ont déjà des activités, en fait, il faut que vous ayez la capacité d'avoir des personnes également pour passer à l'échelle, pour passer à l'étape, pour trouver des financements, pour être en capacité d'être le lingot d'or de demain alors que vous êtes la pépite d'aujourd'hui. Donc moi je vous dis, rejoignez-nous, Africa for Good, on est dans le 18e physiquement, mais on est worldwide, on va dire pour le coup, l'Internet en tout cas, et les réseaux sociaux nous donnent cette opportunité. Et venez, ne soyez plus jamais seuls, revenez et joignez un groupe de personnes qui sera également intéressé à prospérer et à grandir avec vous. Exactement, le message est passé, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Si vous souhaitez aussi avoir un beau t-shirt de Sailor, eh bien n'hésitez pas à aller sur Sailor et pour avoir les informations sur ces magnifiques t-shirts. Il y a la chaîne YouTube aussi, Sailor 2003. Voilà. Exactement, le message est passé. Merci beaucoup à Babadem ainsi qu'à Mister L. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Encore une fois, à très bientôt. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.